Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Au cours de la prochaine heure, vous verrez des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine, à Saint-Polycarpe, la MRC de Vaudreuil-Soulanges veut cultiver la pérennité des terres agricoles. À la Pocatière, le comité Mes soins restent ici dénonce le manque de place pour les patients en convalescence, ce qui provoque un engorgement des soins hospitaliers. À Saint-Irénée, 846 emplois sont offerts dans le cadre du Salon Emploi Charlevoix. À Donnacona, 7,4 millions de dollars pour améliorer le traitement des eaux potables et des eaux usées. À Victoriaville, première édition du Salon de l'inclusion dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. À Saint-Sauveur, les proches aidants peuvent compter sur les services de l'entraidant. À Sainte-Anne-des-Monts, l'auteur-compositeur-interprète Joseph Stephen lance son autobiographie « Cœur vaillant ». À Gaspé et Rivière-au-Nord, une entreprise de bonne aventure relève le défi de diffuser en direct et simultanément 2 matchs de hockey. Mais pour commencer cette émission, parlons du mouvement Le communautaire à bout, un mouvement qui s'étend partout au Québec et à Matane. Marc Després, de la télévision de la Métisse, était à la manifestation qui s'est tenue devant le bureau du député Pascal Bérubé. Alors, Madame Desrosiers, donc vous êtes porte-parole pour le communautaire à bout aujourd'hui. On se trouve à Matane, au bureau du député. Quand même une belle participation. Oui, vraiment. Je pense qu'on est plusieurs à être à bout. on voulait le faire savoir, mais on voulait aussi venir présenter, dans le fond, c'est quoi nos revendications, puis voir aussi à ce que notre député puisse nous représenter comme il faut, comme il se doit. Et il faut mentionner quand même des 3M, donc des gens qui sont partis de la Matapédia, de la Métisse, ici même de Matane, donc des gens un peu partout. Là. Oui, j'ai pas pu estimer combien qu'on était, peut-être, je sais pas, moi, une cinquantaine, certainement. Ah, facilement, oui. Oh oui, oh oui. Puis je pense qu'on est vraiment tous là pour avoir le même message, puis de dire que présentement, c'est le filet social qui s'effrite. Donc, on espère avoir été entendus puis pouvoir ensuite compter sur l'appui de notre gouvernement pour pouvoir offrir des services décents aux gens qu'on dessert. Et comment vous avez trouvé l'écoute du député? Très bien. En fait, je pense que ce que j'ai compris, c'est qu'il est d'accord avec le fait qu'on puisse avoir un financement à la mission. Bien entendu, c'est pas lui qui en décide, mais je pense qu'il nous appuie là-dedans. Et puis, qu'il est en mesure aussi de dire que la reddition de compte est beaucoup trop lourde pour nous présentement, que le financement par projet, c'est assez. Donc, non, je pense qu'on va avoir un bel appui. Puis de ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il allait en parler pour nous par la suite. Donc, quand on dit que le communautaire est au bout, il est à bout. C'est pas sous-estimé, là. Non, c'est pas sous-estimé. On a plusieurs personnes qui partent en épuisement professionnel. On a des coupures de services, donc on fragilise en plus de ça notre population, notre communauté. Puis il faut pas oublier que la communauté, ben c'est vous, c'est moi, c'est tous les gens qui nous entourent. Et bon, si on rappelle, pour les gens à la maison à ce moment-là, vous avez 5 revendications principales? Oui, bien, tu sais, je vais les nommer. Les résumer, ouais, peut-être en 2, c'est qu'on veut vraiment des conditions décentes pour tout ce qui est de nos employés, des personnes qui travaillent dans le milieu communautaire. Puis on cherche aussi à avoir un financement qui fait du sens, dans le fond, pour pouvoir redonner davantage à la communauté au lieu de voir couper des services puis même voir des organismes disparaître. Parce que, bon, d'un côté, bonne nouvelle, au mois de mai, donc il y a une hausse du salaire minimum, mais c'est un appauvrissement indirect parce que comme on n'est pas indexé dans la plupart des ministères... Le salaire minimum, nous, on ne peut pas nécessairement dire que ça fait un changement pour nous parce que si on n'a pas le financement en plus, on ne peut pas offrir des conditions qui sont plus décentes.
Puis de toute manière, le coût de la vie augmente aussi. Là. Puis nous, on n'est pas... présentement, quand le gouvernement nous parle de rehaussement, on ne parle pas de rehaussement proprement dit, on parle de rattrapage, puis on est loin d'être rendu où ce qu'on devrait être. Là. Et là, bon, le 2 avril, c'est la fin de cette grève en tant que telle, mais c'est pas la fin du combat, là. Non, je pense pas que ça va être la fin. Nous, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas des engagements clairs, une table de négociation, on lâche pas, puis on continue. Fait que oui, le 2, c'est un rassemblement, mais je pense juste que c'est d'aller se rechercher de la force pour pouvoir continuer tout le monde ensemble. Eh bien, Pascale Bérubé, donc vous venez de recevoir dans vos bureaux, entre autres, des représentants du communautaire des 3M. Donc, pour vous, là, c'était important de les accueillir chez vous, là. Il y a une grande campagne de mobilisation du monde communautaire dans notre région et les représentantes, c'est beaucoup des femmes, et les représentants voulaient venir me présenter leurs revendications. Donc, elles avaient convenu de faire une marche jusqu'à mon bureau et puis qu'il y ait 4 représentantes qui viennent me livrer le message, mais j'ai changé d'idée. J'ai décidé qu'on ait laissé entrer dans mon bureau l'ensemble des manifestants pour qu'on puisse vivre ensemble ce qu'est une mobilisation, ce que sont ces revendications, comment elles sont présentées, quelles sont les attentes. Et moi, je repars à Québec avec un message fort, c'est qu'il y a des gens qui se dévouent quotidiennement auprès des plus vulnérables, des plus démunis, avec très peu de ressources. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne peut plus continuer dans ces circonstances-là. Donc, il y a la question du financement à la mission, puis il y a la question de la reddition de comptes. Il y a beaucoup de paperasse à remplir au lieu de s'occuper des gens qui se tournent vers les groupes communautaires. Donc, l'enjeu, c'est d'être près de ce monde-là. Moi, comme député, je vois quotidiennement comment les citoyens se tournent vers des groupes communautaires lorsqu'ils sont désemparés. Et s'ils n'étaient pas là, ces groupes communautaires, on aurait des gros problèmes. Donc, il ne faut pas les prendre pour acquis, puis il faut mieux les soutenir. Et justement, donc, et on ne demande pas la lune en bas québécois, là. Quoique c'est une somme considérable au total, je parle de 2 milliards de dollars, mais je pense qu'il faut poser des gestes dès maintenant. Je dis dès maintenant parce qu'il n'y a rien dans le budget pour le communautaire. Les missions diffèrent. Hein? Il y a des maisons des jeunes, il y a des groupes de femmes, il y a une télé, il y a la télé de la Métis, il y a la télé de la Matapédia. Il y a toutes sortes d'organisations qui revendiquent de meilleures conditions pour leurs travailleuses et travailleurs et pour servir la population. Donc, moi, je suis très sensible à ça. Avant d'être en politique, j'étais dans le communautaire. Je travaillais pour un programme de lutte à l'exclusion sociale et de lutte à la pauvreté dans une MRC. Puis j'étais sur le conseil d'administration de la cuisine collective de Matane. Donc, c'est de là que je viens. Je n'ai jamais oublié ça. Donc, je pense qu'ils ont trouvé en moi quelqu'un qui connaît bien le domaine et qui va porter ses revendications. Puis vous avez vu là, l'écoute qu'on a eue dans cette salle. Quelqu'un a rappelé qu'effectivement, il faut poser des gestes quand ça compte. Moi, l'augmentation du salaire qui nous a été imposée par le gouvernement du Québec, je l'ai refusée. Ce qui veut dire qu'il y a 40 000 $ de mon argent, pas du bureau, là, de mon argent, que je remets volontairement au Centre d'action bénévole pour aider à financer des voyages de personnes qui ont besoin de se faire soigner, notamment à Québec. Alors ça, c'est du concret. C'est le genre de député que je suis. Et le travail que ces gens-là font, ce sont des économies quand même, malgré la somme colossale en bout de ligne. C'est des économies pour le gouvernement, là. Bien, en termes de prévention, en termes d'assistance, si ces groupes-là ne sont plus là, ils sont en grève, bien, le système de santé puis les différents services ne sont pas capables d'accueillir ces clientèles. Alors, la reconnaissance, c'est une chose, le financement, c'en est une autre aussi, et on est rendu là. Et d'ailleurs, leur campagne s'appelle « À bout ». Je l'ai bien senti. Et à ce moment-là, donc pour vous, c'est clair que ça fait partie de vos revendications pour s'assurer qu'éventuellement, on puisse respecter les demandes? Bien, moi, je pars avec ça. Évidemment, c'est toujours le même gouvernement qui est en place. On va pousser du mieux possible jusqu'à la fin du mandat. Et l'engagement qu'on prend au Parti québécois, c'est de travailler à l'augmentation de la mission à l'organisme et à diminuer la reddition de comptes là, pour qu'il y ait davantage d'heures consacrées aux clientèles. Et aussi, bon, on sait que, parce qu'indirectement, la plupart d'entre eux, il n'y a pas d'indexation de ce qu'ils... Entre autres, dans le monde des communications, et il y a une hausse du salaire minimum qui s'en vient, et indirectement, bien, pour les organismes, c'est une baisse de ce qu'on peut accorder aux employés. C'est des mauvaises conditions, de façon générale, là, pour les dirigeantes et dirigeants d'organismes. C'est vraiment très problématique. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Et puis, cette campagne-là n'est pas née sans raison. Là. Il y a une exaspération générale. Puis je crains qu'on perde des personnes très expérimentées qui quittent pour de meilleurs salaires. Pas qu'ils n'aiment pas le communautaire, mais ils doivent vivre aussi, puis les salaires sont vraiment bas. Donc,
un cheval de bataille et il ne faut pas abandonner. Un autre qui s'ajoute à tout ce qu'on a déjà, mais c'est important. On travaille avec les plus vulnérables, puis notre mission comme député, c'est en priorité de s'occuper de ceux qui ont besoin de notre aide. Et c'est pas mal les gens que je priorise. Bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Afin d'assurer la protection des terres agricoles sur son territoire, la MRC de Vaudreuil-Soulanges poursuit ses consultations pour mettre à jour son plan de développement de la zone agricole. Un reportage de Chantal Bédard de cesure.tv. C'est le 18 mars dernier à la salle Maurice-Ravary au Centre sportif Soulanges à Saint-Polycarpe que la MRC de Vaudreuil-Soulanges présentait son 3e et dernier forum de consultation publique pour la révision du plan de développement de la zone agricole de la région. Le préfet de la MRC et maire de Rivière-Baudette, Patrick Bouzès, nous explique le rôle de la MRC. Il y a maintenant plus de 10 ans, la MRC de Vaudreuil-Soulanges s'est dotée de son premier plan de développement de la zone agricole. Ce document a guidé nos actions et structuré notre vision du développement agricole régional pendant une décennie. Quel est le rôle de la MRC et en quoi c'est important pour la MRC de terminer ce plan de zonage? Bon, alors le plan de développement de la zone agricole a une grande importance pour nous. D'une part, il faut comprendre que notre territoire est fortement agricole. Comme je le mentionnais d'emblée, l'agriculture dans notre région, c'est un moteur économique important. Donc, on a tout intérêt à mettre en place des choses. On avait un plan qui datait d'il y a une dizaine d'années. Et maintenant, bien, les situations, les réalités évoluent. L'agriculture a évolué, mais notre territoire aussi évolue. Alors, il faut trouver une façon d'agencer tout ça, de soutenir le développement de notre zone agricole parce que c'est important, la pérennité du monde agricole. La cohabitation ou l'équilibre entre le développement et la protection des terres agricoles, c'est quand même un enjeu important. Bien, c'est un enjeu. C'est sûr que trouver l'équilibre, c'est pas toujours facile quand il y a une pression énorme sur le territoire, à l'ouest de Montréal notamment. Mais cependant, bon, il y a toujours le zonage agricole qui existe. C'est important de le protéger. Et je vous dirais que parmi toutes les MRC de la Montérégie, puis ça m'avait été confirmé il y a pas si longtemps, on est une des MRC qui a le mieux protégé sa zone agricole. L'événement a permis de réunir des acteurs du milieu agricole, municipal, communautaire et socio-économique qui, par une série d'ateliers participatifs, ont pu contribuer activement à la démarche afin de finaliser les orientations du PDZA. La conseillère en aménagement du territoire de la MRC, Caroline Cyr, explique que ce plan permettra de bien identifier les enjeux pour les prochaines années. On a plusieurs dimensions, dans le fond, au travail qu'on fait sur le plan de développement de la zone agricole avec notre comité technique. Bien, le PDZA, c'est le plan de développement de la zone agricole. Donc, c'est un projet qui se fait dans plusieurs MRC puis qui permet premièrement, d'identifier les grands enjeux auxquels notre territoire fait face parce que ces enjeux-là évoluent avec le temps. Donc, c'est toujours bon de prendre le pouls, de voir comment ça se passe sur le territoire pour nos agriculteurs et aussi pour nos municipalités. Pouvez-vous me donner quelques détails sur les enjeux principaux du territoire? Bien, on a, dans le fond, formulé 5 projets porteurs qui découlent des enjeux principaux qui ont été nommés par les participants. On parle beaucoup de, par exemple, la question de la relève, la cohabitation, qui est un enjeu, là, entre autres au niveau de la sécurité puis de la patience parfois de nos citoyens qui sont proches des zones agricoles sans le vouloir nécessairement. On a aussi toute la question des changements climatiques qui est un enjeu auquel font vraiment face nos producteurs agricoles ou auquel il faut prévoir puis s'adapter. Ensuite, on parle aussi de toute la question de capter notre valeur agricole, la valeur ajoutée. Donc, on produit beaucoup, mais on aimerait transformer plus, puis travailler aussi sur l'achat local, les circuits courts, tout ça. Et en quoi cet outil sera un atout pour la communauté agricole de Vaudreuil-Soulanges? En fait, c'est que ça met sur papier, premièrement, les enjeux, le portrait, donc qu'est-ce qui se fait vraiment. Puis ça permet aussi, des fois, quand on a des demandes, de dire, bien, c'est écrit au plan, on doit le faire. Le milieu a dit que c'était important, donc on doit s'en occuper. Donc c'est un levier de plus pour agir, puis avancer, puis mettre en action, passer à l'action. Au centre hospitalier de la Pocatière, dans le Kamouraska, le manque de place pour les patients en convalescence, c'est-à-dire ceux qui ne requièrent plus d'hospitalisation, provoque une réaction en chaîne dans le système hospitalier, car toutes les chambres sont occupées, il n'y a plus de place pour accueillir de nouveaux patients.
Gérald de Beaulieu de CMA TV a rencontré des membres du comité Mes soins restent ici. Le comité citoyen Mes soins restent ici, toujours préoccupé depuis sa fondation en 2017 par la conservation des soins de proximité, a réuni les médias devant l'hôpital régional situé à Lapocatière le 30 mars pour faire le point sur la situation. En présence du maire de la ville, Vincent Bérubé, de la préfète de la MRC de Kamouraska, Nancy Dubé, et de plusieurs membres du comité, Dr Marie-Ève Fromentin, porte-parole des professionnels de la santé, signale qu'il y a une détérioration de la capacité à répondre adéquatement aux besoins de la population. À l'hôpital régional du Kamouraska, on observe une hausse de l'achalandage à l'urgence et une augmentation du temps d'attente, ce qui provoque un engorgement des capacités hospitalières. D'autres facteurs influencent aussi. Pour libérer l'urgence, il faut que l'hospitalisation soit libérée. En ce moment, les lits d'hospitalisation sont occupés par des patients qui n'ont plus besoin des soins hospitaliers, mais ils restent à l'hôpital parce qu'on n'a nulle part où les envoyer. Qu'est-ce qui explique cette situation? Malheureusement, c'est un problème à la grandeur du Québec où on voit qu'on a besoin d'investissements pour nos aînés, pour avoir des soins à domicile plus forts, pour avoir des ressources intermédiaires plus nombreuses, pour avoir des places en CHSLD, parce que notre population, elle est vieillissante. Le groupe de citoyens impliqués au comité tire plusieurs constats. M. Jean-Yves Rioux, récemment nommé porte-parole des citoyens du comité Mes soins restent ici, à la suite du décès en octobre dernier de M. Jean Martin, membre fondateur, explique qu'en tête de liste arrivent des carences dues au manque de lits pour les convalescences et des places en résidence adaptées pour aînés. Un patient qui n'est pas en mesure de retourner immédiatement dans son milieu de vie a besoin d'un milieu de convalescence. Or, trop peu de places de convalescence sont actuellement disponibles au Kamouraska. Puis, M. Rioux a évoqué une liste de décisions passées et d'événements ayant conduit à des conséquences nuisibles, entre autres des fermetures d'établissements et des cessations de services, tout comme les problématiques associées aux ressources humaines. La docteure Fromentin enchaîne. Si à un niveau, il y a un débalancement, mais ça influence tous les autres milieux de l'hôpital. Ça influence même ce qui se passe à domicile, ce qui se passe dans les résidences pour personnes âgées. Donc, tout est interrelié en santé. Le passé ne doit pas toujours être garant de l'avenir, expose M. Rioux. Il y a des choix qui ont été pris au cours des dernières années qui font en sorte qu'il y a des services périphériques à l'hôpital qui ont disparu. Le message que vous lancez aujourd'hui, c'est quoi et pour qui? À nos décideurs, c'est nos décideurs du réseau de la santé, nos décideurs de Santé Québec et même nos politiciens. Ce qu'on dit, c'est que la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. C'était Gérald Beaulieu à Lapocatière pour CMA TV Nouvelles. Pas moins de 846 emplois étaient offerts au Salon Emploi Charlevoix le 28 mars dernier à Saint-Irénée. Félix Chouinard de TVCO nous rapporte que cette abondance d'emplois est en grande partie due à l'industrie éolienne qui entreprend d'importants chantiers dans la région et qui offrait à elle seule plus de 400 emplois dans Charlevoix. C'est samedi 28 mars qu'aura lieu l'édition printanière du Salon Emploi Charlevoix. Un rendez-vous entre employeurs et chercheurs d'emploi pour faire connaissance. Il y a le salon d'automne et le salon de printemps. Là, on est rendu à l'édition printemps. L'édition printemps, c'est une édition qui est peut-être plus grande au niveau du nombre de kiosques. On a un peu plus de kiosques. C'est 25 kiosques qui seront présents. C'est une année record. Cette année, on arrive à 846 emplois exactement. Je vous ai apporté tout chaud de l'imprimerie, le guide du visiteur. Et c'est des emplois de tout acabit, que ce soit le CIUS, les centres de services scolaires, les Smart Suspension, Océan, les hôtels. Fait que il y a vraiment un spectre complet de toutes les gammes d'emplois possibles de faire et de vivre dans Charlevoix avec ces emplois-là. Malgré la grande numérisation des processus d'embauche, M. Mandeville est convaincu que ce genre d'événement continue de plaire en plaçant le contact humain avant tout. Partout à travers le Québec, il y a des salons de l'emploi. Fait
Tu sais, je veux dire, on n'est pas classe à part à Charlevoix. Et le Salon de l'emploi, la spécificité de ce salon-là, c'est que justement ce contact humain-là qui est fait en direct, sur place. Par Internet, on peut faire des applications, l'IA filtre les candidatures, tu sais, tandis que là, c'est du vrai monde qui rencontre du vrai monde. Et le contact humain, il n'y a rien qui peut battre ça. Il n'y a pas une intelligence artificielle qui peut arriver à faire un regard. Il y a des matchs parfaits, comme on dit au Salon de l'emploi. Il y a des employés qui se trouvent un emploi sur place. Et de rencontrer un employeur, de voir les valeurs de l'employeur sur place, qu'est-ce que les gens disent. Et là, c'est là qu'on voit qu'on se sent bien avec tel type d'entreprise ou pas. Fait que ce salon-là, pour moi, tous les salons de l'emploi, pour moi, c'est important pour les chercheurs d'emploi, mais c'est aussi important pour les employeurs. Cette édition du Salon comptera pas moins de 800 postes à offrir. Gracieuseté du secteur éolien. Ça s'est jamais vu autant d'emplois. C'est sûr que les 400 emplois de CRT, ça fait le double de ce qu'on en a habituellement. On est à 846 emplois exactement. Je fais le parallèle un peu à ce qui se passait à la baie James quand il y a eu des grands développements. Bien, c'est un peu ça, c'est un grand développement qui s'étire sur 2 ans. Ça fera au niveau économique, je suis sûr, un essor pour la région, c'est évident. Et justement, CRT-FGL, le groupe en charge du chantier éolien des Neiges pour Charlevoix, espère bien attirer la main-d'œuvre locale pour combler les plus de 450 postes qu'il a récemment ouverts. 450 emplois, c'est le nombre de travailleurs qui vont être mobilisés sur le chantier. On parle de principalement presque tous les corps de travaux là, de la construction du Québec, là, que ce soit des menuisiers, des ferrailleurs, des électriciens, des monteurs de ligne, des monteurs d'acier, des opérateurs d'équipements lourds, des opérateurs de pelle mécanique. Donc, on couvre là une grande partie de la main-d'œuvre, des besoins de main-d'œuvre construction. Et aussi, on a des besoins là, pour des équipes, des besoins hors construction, que ce soit des agents de sécurité, des techniciens d'entretien, du personnel administratif, des gardiens, des infirmiers, des camionneurs. Donc, le besoin là, est grand. Les emplois offerts par le groupe CRT-FGL devraient être en vigueur autour du mois de juillet, le temps d'obtenir les permis nécessaires au début des travaux. Il s'agit principalement d'emplois contractuels pour une durée des travaux estimée à 2 ans et demi et offrant de bons salaires, mentionne le groupe. C'est des très bons salaires. Tu sais, c'est public, là, les salaires de la construction, c'est réglementé, c'est conventionné, donc c'est accessible à tous. Donc, c'est des très bons salaires avec des très bonnes conditions, du temps supplémentaire aussi qui se rajoute à ça. Donc, c'est des bons emplois. Là. Le plus gros employeur de l'édition printanière du Salon Emploi Charlevoix mise également sur la main-d'œuvre locale, une question de valeur et d'efficacité. Pour nous, c'était essentiel de commencer le recrutement là, au Salon d'emploi de Charlevoix. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette semaine notre période de recrutement de masse. La main-d'œuvre pour nous locale est essentielle pour CRT-FGL. On ne réussira pas à faire un projet de cette envergure-là qui est porteur pour votre région sans aller dans la région de Charlevoix puis prendre cette main-d'œuvre-là. C'est essentiel pour nous. Ouais, puis en plus d'être une valeur importante, il y a aussi beaucoup d'avantages, là, que ce soit opérationnel, que ce soit administratif, d'embaucher local. Là, donc, il y a une double avantage. Cette édition du Salon Emploi Charlevoix, qui se tiendra le 28 mars au domaine Forget, sera sans aucun doute marquée par l'arrivée de l'industrie éolienne dans la région. C'est dans le cadre du PRIMO, le programme d'infrastructure municipale d'eau, que le gouvernement du Québec a octroyé la somme de 7,4 millions de dollars à la ville de Donnacona. Ces sommes serviront à corriger, entre autres, des problèmes récurrents de débordement d'eau fluviale. Papa Moussa Camara, de CJSR, a assisté à la conférence de presse présidée par la ministre Geneviève Guilbeault. L'annonce qu'on fait aujourd'hui, c'est une subvention de 7,4 millions. Donc déjà, c'est un montant qui est très intéressant. Cette annonce vise à améliorer les infrastructures d'eau et corriger des problématiques de débordement d'eau usée à Donnacona. Un projet attendu depuis plusieurs années par les citoyens.
On comprend exactement quel genre de conséquences ça peut avoir pour notre population, puis pour les milieux naturels aussi, des déversements d'eau usée non traitée. Ça a des conséquences aussi pour l'environnement, mais pour la qualité de vie de nos citoyens. Au cœur de cette subvention, la construction d'un important bassin de rétention et le remplacement de conduites sur le boulevard Victorin, ainsi que dans certains secteurs résidentiels. Objectif, mettre fin au débordement d'eaux usées, améliorer la qualité de vie et protéger l'environnement. Cette rencontre s'est tenue lundi à Donnacona. Celle d'aujourd'hui, le 7,4 millions, je l'ai dit, c'est pour la partie du boulevard Victorin. Ça va permettre de construire un réservoir de rétention d'eau. Est-ce qu'on me dit qu'il va être à peu près 2 fois la taille du bassin d'entraînement du centre aquatique de la ville? 1025 mètres cubes. Donc, ça va donner beaucoup de possibilités là, quand on parle de rétention d'eau pour éviter qu'il y ait des débordements. Puis ça va permettre aussi le remplacement de certaines conduites sous le boulevard Victorin, mais aussi l'avenue Matte et les rues Boivin et Pagé, si je ne m'abuse. Selon la ministre, cet investissement s'inscrit dans le cadre du PRIMO, le programme d'infrastructure municipale d'eau 2023-2033. Un plan provincial de plusieurs milliards destiné à remettre à niveau des infrastructures vieillissantes partout au Québec. Et un petit mot sur le programme Primo, parce que le programme Primo, puis la ville de Donnacona, je l'ai dit, là, on reçoit beaucoup de demandes dans le cadre du Primo, parce que la ville de Donnacona n'est pas dans un cas unique, loin de là. L'état de nos infrastructures d'eau au Québec est une problématique chronique, parce qu'il y a plusieurs endroits où les conduites d'eau sont soit trop usées, soit la capacité est devenue insuffisante. Donc, il faut augmenter les capacités ou les réparer. Il y a des endroits où il faut développer davantage, installer des conduites d'eau parce qu'on veut faire du logement. Vous savez, on parle beaucoup de logement un peu partout, mais il y a des endroits où c'est pas possible de construire du logement parce qu'il n'y a pas de système d'infrastructure d'eau qui est la base. Avant de construire une maison, ça prend des conduites d'eau. Donc, les défis sont énormes un peu partout et c'est pour ça qu'on a un programme qui s'appelle le Primo, un programme sur 10 ans de 2023 à 2033 avec une enveloppe de 2,4 milliards de dollars. Alors ça nous permet de financer beaucoup de projets un peu partout. Parallèlement, le gouvernement du Québec prévoit recevoir près d'1 milliard de dollars du gouvernement fédéral pour bonifier les logements. Combiné à l'excellente nouvelle que j'ai eu l'occasion d'annoncer en janvier, la signature d'une entente avec le fédéral. Quand je suis arrivée en septembre dernier aux affaires municipales, il y avait une négociation en cours depuis plusieurs mois pour un fonds fédéral de près d'1 milliard de dollars et on a réussi à régler cette entente-là en décembre et elle a signé officiellement le 12 janvier 955 millions de dollars d'argent fédéral pour des infrastructures liées au logement, donc nommément des infrastructures d'eau. Ça, c'est beaucoup d'argent, 955 millions. Je suis en train de travailler sur l'ajustement de nos programmes au gouvernement du Québec pour recevoir cet argent-là. Du côté du député Vincent Caron, on souligne le travail rigoureux de la ville qui a su monter des dossiers solides pour obtenir du financement. Et je peux vous assurer, monsieur le maire, que au regard des yeux et au croisement des regards que j'avais, je me doutais que nous faisions beaucoup de jaloux. Mais encore une fois, c'est le fruit d'un travail et surtout d'une planification. Je me souviens d'il y a quelques années, vous m'indiquiez avec votre directeur général que vous étiez allé rencontrer les fonctionnaires dans différents ministères en leur disant « mais écoutez, dites-nous ce qu'il faudra faire pour être aux normes, non pas dans 5 ans, non pas dans 10 ans, mais dans 25 ans ». Et puis vous êtes mis au travail, vous avez présenté des projets et aujourd'hui le gouvernement répond présent aux sollicitations que vous lui adressez. Depuis 2023, Donnacona a d'ailleurs reçu plus de 34 millions de dollars pour ses infrastructures en eau. Et depuis 2023, la ville de Donnacona est rendue à, je l'ai écrit dans ma main, 34,5 millions de subventions pour des conduites. Alors, comme je le disais, il y a quelqu'un qui est talentueux ici, mais aussi, surtout, c'est qu'il y a des besoins. Il y a des besoins qui sont là en termes de conduite d'eau. Le maire de Donnacona s'est réjoui de cette aide financière qui couvrira une grande partie des coûts du projet. Merci pour cette belle subvention de 7,4 millions pour les rues, pour le boulevard Victorin, les rues Matte, Pagé et Boivin, qu'on va pouvoir finalement réaliser cet été. Il rappelle que la ville suit depuis plusieurs années
un plan structuré pour moderniser l'ensemble de son réseau. Mais peu importe le programme qu'on reçoit, que ce soit Primo, la TECQ, le FEP2, nous avons toujours investi dans nos infrastructures et cela en concordance avec notre plan de direction de gestion des débordements que nous avons établi en 2018. Et puis ça fait 8 ans qu'on le suit lettre à la lettre. Ces travaux qui devraient débuter prochainement bénéficieront à plus de 7600 citoyens et permettront à la municipalité de mieux répondre aux défis environnementaux et urbains des prochaines décennies. Papa Moussa Camara, depuis Saint-Raymond pour CJSR. Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, l'organisme Parrainage civique des Bois-Francs a tenu un premier salon de l'inclusion et Jacob Kenville, de la télévision de l'Érable, était sur place. Ça fait 3 ans que je suis dans le parrainage civique. Ça fait 2 ans que je suis dans le CA du parrainage civique des Bois-Francs. Et qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup, que ce soit quand je suis dans le CA ou les activités, c'est qu'on a un parrain qui est du parrainage civique. Puis on fait des activités avec lui. Puis mettons, on va manger une molle, on va au cinéma, on fait toutes sortes d'activités. Et qu'est-ce que j'apprécie vraiment beaucoup quand je suis dans le CA, c'est qu'ils prennent vraiment les idées qu'on nomme, puis on peut vraiment nommer toutes les idées qu'on a. Le 21 mars dernier, le Théâtre parmi nous à Victoriaville s'est transformé en véritable lieu de rencontre et de partage à l'occasion de la toute première édition du Salon de l'inclusion. Organisé par le Parrainage civique des Bois-Francs dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, l'événement a rassemblé citoyens, organismes et intervenants du milieu communautaire autour d'un objectif commun, favoriser une société plus inclusive où chacun peut trouver sa place. Au mois de septembre, j'étais assise dans mon bureau, puis je me disais, hey, là, j'ai envie de faire un projet, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. J'ai pensé à la Semaine de la déficience intellectuelle, comme on est cette semaine. Puis là, je me suis dit, un salon pour faire connaître nos services. Ces personnes-là, tu sais, ils me tiennent à cœur. Puis, c'est des personnes comme nous, hein, tu sais. Il y en a beaucoup qui mélangent un peu la déficience intellectuelle. Dans le fond, c'est pas une maladie, hein, c'est un état. Puis, ces personnes-là, ils ont les mêmes goûts, les mêmes besoins que nous. Puis, je pense que si au moins je sème une petite graine à ceux qui vont venir au salon, de dire hey, c'est important d'inclure tout le monde dans la société, bien ça va. Quand même qu'on atteint une dizaine de personnes, ça sera ça. Mais le message, c'est que oui, il faut les inclure, puis ils sont comme nous, puis on les adore. Pensé comme un espace accessible, humain et rassembleur, le Salon de l'inclusion visait à créer des ponts entre les différentes réalités vécues dans la communauté. Sur place, plusieurs organismes de la région étaient réunis afin de présenter leurs services, mais aussi pour échanger directement avec les participants. Bien, tu sais, dans le communautaire, c'est tous des gens au grand cœur, fait que ça n'a pas été du tout difficile de les convaincre de venir au salon. Puis je pense que tous les organismes ont besoin de faire connaître aussi le service. Donc ça n'a pas été difficile. Puis les bailleurs de fonds, j'ai été chanceuse, j'ai la Caisse des Jardins qui a tout de suite d'emblée accepté de participer au salon. Et notre député, M. Alex Boissonneau, député de Arthabasca-Érable. Donc j'ai remercié en même temps. Malgré les efforts déployés pour favoriser l'inclusion, l'implication citoyenne demeure un élément essentiel pour faire une réelle différence dans la vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Que ce soit par le bénévolat, l'accompagnement ou tout simplement l'ouverture à l'autre, chaque geste peut contribuer à briser l'isolement et à créer des liens significatifs. Pour celles et ceux qui hésitent encore à s'impliquer, l'organisatrice du Salon de l'inclusion lance d'ailleurs un message bien clair à ce sujet. De juste de venir à la rencontre de ces gens-là. Vous allez vous attacher tout de suite, instantanément, puis d'ouvrir vos portes, d'ouvrir vos cœurs. Puis c'est ce que tous les organismes ici présents aujourd'hui ont fait. Fait que je suis bien contente, mais je pense que c'est la marche à suivre. Incluons tout le monde dans la société. Pour comprendre concrètement l'impact de cet engagement, il suffit d'écouter ceux et celles qui en bénéficient directement. Grâce au programme de parrainage offert par le Parrainage civique des Bois-Francs, des relations uniques se développent basées sur le partage, la confiance et l'entraide. Nous avons rencontré 2 personnes qui vivent cette expérience au quotidien. Ça fait 3 ans que je suis dans le parrainage civique. Ça fait 2 ans que je suis dans le CA du parrainage civique des Bois-Francs.
Et qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup, que ce soit quand je suis dans le CA ou les activités, c'est qu'on a un parrain qui est du parrainage civique. Puis on fait des activités avec lui. Puis mettons, on va manger une molle, on va au cinéma, on fait toutes sortes d'activités. Et qu'est-ce que j'apprécie vraiment beaucoup quand je suis dans le CA, c'est qu'ils prennent vraiment les idées qu'on nomme. Puis on peut vraiment nommer toutes les idées qu'on a. Le parrainage suisse, ça fait plusieurs années. Ça plus comme le temps, il ne peut plus compter ses doigts. On fait ma deuxième année avec mon parrain Yannick. On fait bien des petites sorties. La dernière sortie, on a fait à Noël. On fait plus de sorties. Comme la dernière fois, il est venu me chercher, on était à Val-des-Sources. On était un souper de Saint-Valentin. Oh! Ouais. C'est donc bien chouette. Pas grave, les célibataires, pas grave. Avec cette première édition, le Salon de l'inclusion aura permis de rassembler une diversité d'acteurs du milieu autour d'une même vision, celle d'une communauté plus ouverte, plus inclusive et plus à l'écoute des réalités de chacun. Un premier pas important qui laisse entrevoir la possibilité de voir cet événement s'inscrire durablement dans le paysage régional. Parce qu'au final, favoriser l'inclusion, c'est aussi multiplier les occasions de se rencontrer, de se comprendre et de se bâtir ensemble une société où personne n'est laissé de côté. Encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Canville à la TVC. Avec le vieillissement de la population, les proches aidants sont de plus en plus nombreux au Québec. Et Dean Brisson, de la Télévision des Laurentides, nous présente l'Entraidant Saint-Sauveur, un organisme qui vient en aide à ceux qui viennent en aide. Les défis chez les proches aidants, là, ils n'arrivent pas juste le mardi après-midi à 13h. Non. Ça arrive. C'est 24 sur 24. Oui, exactement. On n'est pas ouvert 24 sur 24, mais on s'engage à faire un retour d'appel dans les 24-48 heures par une vraie personne. Donc, et la plupart du temps, la réalité, c'est qu'on répond en direct. Et ce sont des intervenantes psychosociales, donc de mes collègues, qui répondent. Formées. Ouais. Prêtes à répondre et à analyser les besoins de la personne. Donc, on n'est pas là pour donner des trucs et conseils. On n'est pas là pour donner des recettes toutes faites. Hein? On est là pour écouter les besoins et co-construire avec la personne ce dont elle a besoin pour son parcours de proche aidance. On aide plus de 1000 personnes avec la ligne téléphonique, mais dans votre document, vous parlez d'ateliers, de conférences qui ont touché en 2025 plus de 800 personnes. Oui, tout à fait. C'est quoi ça? Ça fait partie de notre offre de service, d'activité. Donc, la ligne d'accueil, on offre aussi des ateliers, des conférences, des formations. C'est là où je vous disais, un peu plus de 800 personnes ont participé à ces formations-là, ces conférences-là. On a une conférence qui est super populaire, là, qui s'appelle « Suis-je proche aidant », qui vise à ce que les gens se reconnaissent. Puis plus je vais me reconnaître rapidement dans mon parcours, plus je vais pouvoir avoir de l'aide, plus le maintien à domicile va être possible et moins j'aurai d'impact psychologique, physique, financier, psychosociaux. Donc, moins j'aurai des impacts sur ma vie et plus je permettrai à la personne que j'accompagne de demeurer à domicile ou de trouver le meilleur milieu d'hébergement pour elle. Donc, on offre ce type d'atelier-là. Puis toujours dans le lien individuel avec les personnes proches aidantes, on a 2 autres activités qui sont offertes. On offre du soutien psychosocial. Ça veut dire, on va aller rencontrer les proches aidants dans le lieu choisi par eux. Ça peut être dans nos bureaux. Là, on a 3
points de service en plus de notre siège social. Donc, on a un point de service à Sainte-Thérèse, à Saint-Jérôme, à Saint-Sauveur ici au siège social et à Sainte-Agathe-des-Monts. Mais on se rend aussi dans les domiciles des personnes proches aidantes parce que par définition, ça se pourrait que si je suis proche aidant, je puisse pas me déplacer comme je le veux parce que la personne est là, parce que je peux pas la laisser seule. Donc, on va aller les rencontrer chez eux. Donc, bon an, mal an, c'est environ 7000 heures d'intervention psychosociale qui sont effectuées avec des personnes proches aidantes. Et associé à ça, il y a les services de coaching. Là, vous allez me dire, c'est quoi la différence? Oui, on dit coaching, puis de la relation d'aide, là, du soutien psychosocial. Le coaching, ça vise à régler des défis de la vie quotidienne à court terme. Par exemple, moi, j'ai besoin d'aller reconduire ma mère le matin 2 fois par semaine au centre de jour. Mais là, depuis 2 semaines, elle veut pas s'habiller pour partir le matin. Là, je me sens inconfortable avec ça. Je peux pas la sortir, c'est l'hiver. Je peux pas la forcer. Je peux pas la forcer, je veux pas la forcer. Ça amène des tensions entre nous. Ça fait 2 fois qu'on y va pas finalement au centre de jour. Je manque ma journée de travail. Alors là, la personne pourrait appeler l'entraîneur et dire, voulez-vous m'aider à trouver des stratégies? OK, c'est là le coaching. C'est là le coaching. Et là, on va même se déplacer vers la maison. On va les rencontrer. Qu'est-ce qui voir se la passe? situation en temps réel. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait aussi être quelqu'un simplement qui nous dit, Julie, moi, c'est mon conjoint ou ma conjointe qui s'occupait de la paperasse, des papiers. Et là, je viens de recevoir tous les formulaires pour remplir ma demande de stationnement d'handicapé. Et là, je m'y retrouve plus. Je suis perdue. Oui. Alors, vous allez assister. On va assister, on va aller accompagner. On appelle ça un coaching direct qui améliore la qualité de vie de la personne. C'est fascinant. Je pensais pas que c'était aussi complet et aussi large. Puis on a des groupes de soutien aussi. Oui, c'est ça. On a des groupes de soutien. On en a 11 différents maintenant. 11 groupes de soutien différents. 5 qui sont animés dans 5 municipalités du territoire des Laurentides de façon hebdomadaire. C'est pour la clientèle proche aidante en temps réel, là, peu importe quel type de proche aidance vous assumez. Puis dans les CHSLD ou autres sites d'hébergement privés et ou OBNL. Là. Exactement. Donc, on a aussi 3 groupes de soutien qui sont dédiés spécifiquement aux personnes proches aidantes de quelqu'un d'hébergé. Souvent, on pense que quand la personne est hébergée, ben, dans le langage populaire, souvent on dit, ben, est-ce que tu es encore proche aidant? Ben, certain. C'est pas parce que ma mère, mon conjoint est hébergé, mon frère, ma soeur est hébergé que je suis plus proche. Mais non, je suis la personne de référence pour le milieu d'hébergement. Je demeure le principal lien et prestataire de soins, bien qu'il n'habite plus à la maison. Donc, très, très précieux. J'ai tellement plein de questions. Vous avez plein de choses à dire. On doit terminer dans la prochaine minute. Qu'est-ce que vous aimeriez envoyer comme message à ceux qui nous écoutent présentement? On va sur le site web. Ah, bien sûr. Vous visitez notre site web, l'entraidant.com, super simple. Puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur la réalité proche aidance, puis avoir des outils concrets, tapez dans votre moteur de recherche « Outils proche aidant ». La première chose qui va sortir, c'est le micro-site de l'entraidant. Vous allez trouver une 60aine d'outils concrets que vous allez pouvoir partager avec votre communauté. Puis si j'ai un désir là, que je peux partager avec la population, là, Dean, c'est de dire la proche aidance. Si ça pouvait arrêter d'être une réalité individuelle puis personnelle, pour se concrétiser dans une responsabilité collective, je pense qu'il ferait bon mieux vieillir dans notre communauté. Oui, hein? Oui. Julie, vous êtes une personne extraordinaire. Merci de nous avoir accordé cette entrevue-là. À Sainte-Anne-des-Monts, l'auteur, compositeur, interprète Joseph Stephen a lancé son autobiographie ayant pour titre « Cœur vaillant » et l'équipe de la télévision de la Haute-Gaspésie était sur place. L'artiste, chanteur, auteur, compositeur, interprète, Joseph Stephen est ici pour la sortie de son autobiographie, Cœur vaillant.
Puis il y a tout son fan club, des gens de la communauté, la salle est déjà pleine. Donc c'est un bel événement. Puis pour lui, c'est un moment important. C'est le premier livre qu'il écrit. Bon, d'ordinaire, on l'entend surtout à la radio, dans les spectacles. Et fait que c'est une belle occasion de rassembler tout le monde pour ce beau lancement de livre-là, effectivement. Ben, vous êtes venu, j'espère que vous êtes venu assister au lancement de mon livre Cœur vaillant, mon autobiographie, que j'attendais de faire depuis longtemps, puis qu'enfin, à cause d'une charmante dame qui s'appelle Rosa, ben, que ce projet-là a pu voir le jour. Je lui ai parlé de faire ses mémoires, écrire ses mémoires. Je disais, les gens te connaissent par ta musique et tout ça. Là, il m'a écrit, puis il m'a dit oui, c'est le coup de pouce que j'avais besoin. Mais il m'en avait parlé à la maison aussi. Il dit, je pense, j'ai commencé un peu, je pense. Puis il dit, avec toi, là, qui m'en parle, il dit, je vais continuer là-dedans, puis je vais faire ça. Pour que les gens sachent c'est qui est Joseph Stéphane. C'est un survol de carrière. C'est en ordre chronologique. C'est du début de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, où je fais le tour de tout ce que j'ai fait. Bon, évidemment, la musique, la mode, bon, des petites choses qui arrivent en spectacle, des mésaventures, parce que je suis un peu gaffeux aussi dans la vie. Donc, c'est ça. C'est vraiment un survol de carrière, là. Les gens, avec ce livre-là, les gens vont savoir vraiment qui je suis. Ça, c'est sûr. J'étais la cousine à sa mère, Noéline, de Stéphane Joseph. Et puis, je suis ici aujourd'hui pour son lancement de livre. Je suis tellement heureuse. J'ai beaucoup de ses CD. Ça fait que c'est toujours un plaisir fou de les écouter. C'est comme une mélodie qui me remplit le cœur à chaque fois. Je fais des arts en l'écoutant, donc il est très inspirant. Puis de l'avoir dans ma famille, c'est juste un privilège. Hey, allô? Allô, ça va? Hey, moi, je me souviens tout dans les années 80, quand tu t'as passé à Michel Louvain. Ouais. Pierre Marcotte aussi. Pierre Marcotte. Et compagnie. Oui, puis tes défilés de mode, tu faisais. Oui, ça fait longtemps. Tu jouais des bars, ça, je m'en souviens, on faisait de l'impro, nous autres. Qu'est-ce que tu prévois comme autre projet après le lancement de ton livre? Ben, j'ai un album pour enfants que je vais sortir au printemps, qui va s'appeler « Je suis ton ami ». Et évidemment, j'ai mon spectacle musical « L'étranger » que j'aimerais beaucoup faire en résidence ici à Sainte-Anne-des-Monts, qu'on s'implique et qu'on essaie de créer quelque chose avec ça. Bon, puis dans les projets lointains, il y a un film aussi que j'aimerais faire, un court-métrage de ce spectacle musical-là. Et évidemment, il y a d'autres chansons de mon répertoire, là, un album aussi, pour plus tard. Donc, c'est ça, tu sais, c'est beaucoup de petites choses à venir. Ça, pour moi, c'est ma récompense. C'est mon cadeau, c'est les gens de chez nous qui sont là, puis qui sont là pour moi, qui sont venus me voir aujourd'hui. Je fais ma route, sac à la main, la vie m'appelle car t'es mon destin. Je laisse derrière ce que je suis, je me laisse emporter au loin. À l'occasion du championnat régional Inergex, une entreprise de Bonaventure a réussi à diffuser en direct et simultanément un tournoi de hockey qui se déroulait dans 2 amphithéâtres à Gaspé et Rivière-au-Nord. Simon Thériault de Télévague. Lors du championnat régional simple lettre Inergex, l'émotion du hockey pouvait se vivre en temps réel grâce à Captimédia, une entreprise de Bonaventure spécialisée en captation à distance. Les matchs peuvent désormais être suivis en direct, mais comment fonctionne ce système de diffusion à distance? Et surtout, d'où est venue l'idée? David Arsenault, le propriétaire de l'entreprise, nous explique. Dans le fond, je m'étais équipé, ça fait plusieurs années que je fais de la vidéo, mais ça fait plusieurs années que je m'étais équipé pour la captation, diffusion en direct. Ça peut être à plusieurs angles, ça peut être des spectacles, ça peut être... Puis dans le fond, un tournoi de hockey, c'est de quoi qui est intéressant, tout ça. Okay. Puis dans les dernières années, ben, c'est ça, je m'aperçois qu'il y a comme je ne vais pas dire un besoin, mais il y a une place que je peux combler, dans le fond. Ouais. Puis il y a 2 ans, c'est vraiment à Bonaventure que la Coupe Énergex, j'ai eu la chance parce que ça s'organisait à Bonaventure. Fait que j'ai vraiment eu la chance de pouvoir vivre ça. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience de ça. Puis ça m'a permis, dans les années qui ont suivi, en fond, les 2 dernières années, j'ai pu un petit peu plus développer mon système. Puis là, je m'en viens pas mal plus en mesure d'un petit peu couvrir les événements là, assez d'envergure, là, c'est ça.
C'est les gens qui t'appellent, qui disent « Ah, David, j'aurais un besoin, il y a tel tournoi, est-ce que tu peux venir le faire? » Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou c'est toi qui contacte? J'ai un mélange des deux. Je dirais que le fait... En fait, il y a des tournois que j'ai faits bénévolement en me disant que j'avais des choses à tester. Si je pense à, entre autres, le tournoi midget à New Richmond l'année passée, tout ça. On avait fait une entente que, dans le fond, j'ai fourni la diffusion, mais en leur demandant s'ils pouvaient fournir des bénévoles, tout ça. Puis on avait utilisé des jeunes à l'occasion. Puis j'avais comme... Dans mon entente, je m'étais dit, on a essayé de faire de quoi, de développer justement en parallèle. Moi, j'avais installé comme un système parallèle pour faire des tests, dont entre autres, à ce moment-là, je savais pas encore si de filmer avec une caméra PTZ, une caméra qui se contrôle à distance. Je savais pas encore si c'était possible au niveau de la fluidité, je savais pas si c'était possible au niveau mettons, de la simplicité. Puis là, en faisant des tests comme ça, ben c'est ça, bouche à oreille, on a fini par me redemander certaines fois de faire certains tournois. Des fois, c'est moi qui leur demande tout ça, mais essentiellement, là, la Coupe Energex, l'année passée, ben, c'était comme une suite que j'avais travaillé à New Richmond, fait qu'on a comme poursuivi là-dedans. Puis là, cette année, ben, c'est l'organisation de Rivière-au-Nord et Gaspé qui m'ont contacté parce que justement, ils avaient aimé le travail que j'avais fait l'année passée. Ah, super. C'est ça, justement, l'année passée, toi, tu avais fait Energex à New Richmond et à Carleton. Tu étais comme sur place, pas nécessairement derrière la caméra, mais tu étais là, tu étais sur place pour vérifier tous les équipements, ton équipe, comment ça allait fonctionner. Puis cette année, la grosse différence, c'est que tu as fait à distance. Donc, qu'est-ce que tu as préféré, puis je te laisse aller. Il faut mettre une chose, dans le fond, au clair. C'est un défi que j'avais l'année passée, la Coupe Energex, c'est que, étant donné que je peux pas opérer 2 arénas simultanément, physiquement, je peux pas être aux 2 places. Fait que l'année passée, c'était le défi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que je puisse être à une aréna, mais contrôler l'autre aréna. C'est là qu'on avait apporté l'idée de la caméra PTZ, tout ça. Fait que l'année passée, ce que on avait fait, c'est qu'on j'avais mon trailer qui était organisé à New Richmond. Puis j'avais un caméraman physique à New Richmond qui faisait la diffusion. On diffusait de New Richmond, sauf que moi, je contrôlais à distance ce qui était affiché graphiquement à New Richmond. Puis dans le trailer, je contrôlais également, il y avait un caméraman qui filmait, lui, avec un joystick, qui filmait à Carleton. L'année passée, c'était comme le défi, c'est comment je peux être à 2 places en même temps. Parce que je pouvais pas dire, je mets un caméraman qui s'occupe tout seul de la diffusion à New Richmond, puis un qui s'occupe tout seul de la diffusion à Carleton. C'était trop... physiquement, c'était comme impossible. Fait que, bon, c'était le défi qu'on avait. Fait que cette année, je savais que, bon, étant donné que c'était à Rivière-Nord et Gaspé, ben c'était plus compliqué, en fait, d'emmener tout mon matériel dans une aréna, puis de faire en sorte qu'on refasse la même chose qu'on avait fait l'année passée. Fait que dans le fond, j'ai travaillé fort dans les dernières semaines, derniers mois pour... Bon, tu sais, j'avais installé une caméra à Bonaventure pour faire des tests au niveau... est-ce que c'est fluide? Est-ce que le signal rentre bien? Fait que là, les défis que j'avais à rencontrer, c'est comment faire en sorte justement que... On s'assure qu'il n'y a pas nécessairement de bugs techniques. J'avais une personne contact dans chacune des arénas s'il y avait un besoin de faire de quoi. Puis je dirais... physiquement, c'est à part la caméra qui était connectée, puis c'est vraiment plug and play, dans le sens que j'ai fait en sorte que la caméra, du moment qu'on la connecte sur Internet, elle se rejoint à mon studio ici. Fait que là, du moment que j'avais fait une couple de tests quelques semaines avant, puis que ça marchait constamment, je me sentais vraiment confiant que ça allait être fonctionnel pour ça. Puis tu sais, essentiellement, ça me permettait moi ici d'être avec mon environnement. J'avais une plus grande facilité pour avoir des caméramans sur place. Puis le fait d'être, c'est niaiseux de dire, mais le fait d'être à la maison, tout ça, pas de déplacement, au niveau de la nourriture, tout ça, ça a été plus simple parce que j'ai engagé quelqu'un, ma mère, en fait, pour nous préparer les repas. Ce qui a été génial parce qu'autrement, j'aurais pas pu être en mesure de faire à manger, dans le fond. Vous étiez en équipe de combien? En fait, j'avais... physiquement, on devait être toujours 2 sur place. Dans le fond, un caméraman qui commençait le matin jusqu'à peut-être 4-5 heures. Et il y en a un qui prenait la place en soirée. Pour les 2 premières journées, jeudi, vendredi. Mais pour la fin de semaine, on était une personne de plus, justement pour... des fois, dans les bugs techniques, mais c'est plus facile d'avoir quelqu'un en backup. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, sans être... si vous amenez, vous avez vu durant la fin de semaine que la caméra, des fois, elle se laissait aller ou qu'elle
c'est souvent parce que parallèlement, on a des petits détails techniques à régler. C'est difficile d'avoir vraiment toute l'attention juste sur la glace. Hein. Je faisais des blagues avec mon gars. Je me disais, il est parti chercher une bière. Oui, non, mais je sais que c'est des détails mineurs, mais on essaie de limiter ça le plus possible. Mais je donne un exemple, c'est que c'est des détails mineurs. Mais mettons, ça ne durait pas longtemps. Là. Si l'exemple, le tableau indicateur figait, là, on doit activer une fonction de juste le rafraîchir, tout ça. Okay. Mais ça peut être juste 2 secondes que je vais cliquer sur un bouton que le jeu se déroule assez rapidement. Fait que quand on était 2 pour toute la journée puis qu'il y avait ces petits détails-là, ça pouvait nous occasionner des fois des petits détails comme ça. Puis aussi, ça a l'air de rien, mais tout ce qui est l'aspect logistique de OK, la prochaine game, c'est quel numéro, c'est quel commanditaire. Ouais. En gros, ça paraît pas, mais en arrière de tout ça, il y a un gros travail de logistique. Il fallait s'assurer que... Moi, j'avais programmé tous mes boutons, tout ça. Faire en sorte que ça soit fluide, mais même malgré tout, c'est ça. Il y arrive des situations où on doit quand même régler des problèmes, tout ça. Fait que, en gros, ça a très bien été, mais j'ai dû travailler fort pour les semaines avant pour faire en sorte que... La préparation. Ouais. Tu sais, il faut que le monde comprenne, tu sais, c'est vraiment ça. Toi, tu étais ici à Bonaventure, dans ton studio avec ton équipe, puis tout se passait à Gaspé puis à Rouyn-Nord. Donc, c'est quand même un beau défi que vous avez relevé là. Puis vous avez fait en haut de 80 parties, donc c'est vraiment spécial. Ouais. Vraiment un beau travail encore. Je tenais à te le mentionner. Puis je suis sûr que les gens ils vont être super contents de pouvoir suivre la Coupe des Jardins aussi. Puis une autre affaire qui est le fun dans ce que vous faites, c'est que ça reste sur YouTube. Donc les gens peuvent aller le voir après ça s'ils veulent aller voir les différents matchs. Dans le fond, j'ai 2 plateformes. Captimedia qui est la plateforme principale sur YouTube. Puis quand j'ai une deuxième glace, c'est là que j'utilise Captimedia Live. Fait que c'est ça, les 2, en fond, jusqu'à présent, là, la seule difficulté que j'ai des fois, c'est que au niveau des droits musicaux, là, des fois c'est bloqué. Puis je vous dirais, par exemple, en fin de semaine, dans les 83 matchs, toutes les sessions qu'on a faites, il y a une fois que j'ai eu un blocage. Là, puis dans le fond, ce que je peux faire, c'est que je peux débloquer ça en demandant... dans le fond, c'est une réclamation que je demande. Pouvez-vous enlever cette section-là? Il enlève la chanson en particulier. Puis après quelques heures, ça finit par revenir que c'est débloqué. Puis là, de ce que j'ai vu, présentement, tout est débloqué. Fait que ça devrait rester comme ça dans les prochaines semaines. Et les gens pourront voir les parties là, sur YouTube. Bon, mais super. Merci. Merci de m'avoir accueilli chez vous. C'est vraiment gentil. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.